pense que c'est ce qu'ont dit les différents intervenants. C'est qu'il y a quand même un dynamisme. Et juste pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis spécialisée en capital risque et en santé. Donc on revient en effet sur la biotech, la medtech, la santé connectée et tout ça. Et c'est vrai que voilà, quoi, depuis 2008, on a pris beaucoup de coups. On va dire en début 2015, on n'est pas forcément, on va pas dire que tout va bien, mais quand même, il s'est passé des grandes choses. Il y a eu des startups qui ont mûri, même on les a accompagnées plus longtemps que prévu. Elles sont allées en introduction en bourse parce qu'on a trouvé finalement le relais de la bourse sur les marchés publics. C'est pas optimal, mais en même temps, voilà, on a un panorama qui est en train de se mettre en place. Et qui donne envie de continuer de se battre pour faire encore mieux. Donc c'est ça qu'on voulait un petit peu discuter avec Pierre-Henri, mais je vais le laisser se présenter aussi 2 minutes pour qu'on voie bien les deux aspects biotech et nouvelles technologies, mais pas si différents. Bonjour à tous. Ça marche. Ça marche. Ah ouais. Donc Pierre-Henri d'Entresemble. J'ai créé un fonds d'investissement à destination des startups du numérique, du digital. Donc on n'est pas loin effectivement des sujets medtech, mais on ne les touche pas finalement. Donc prise de participation. Pas encore, je vais faire venir. Le lien sera bientôt fait effectivement entre ces deux univers du numérique et de la santé. Donc voilà, prise de participation dans des jeunes entreprises, donc avec des tickets moyens de l'ordre de 1,5 million. Aujourd'hui on a 4 participations dans la publicité géolocalisée, dans les logiciels et puis dans un média digital. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est parce que justement on parle du financement en France et on se rend compte qu'en effet il y a très peu de nouveaux fonds et qu'on est donc plutôt sur quelque chose, je ne vais pas dire en train de se tarir parce que les fonds se battent pour lever, mais quand même il y a eu, on va dire, au moindre levée de fonds au cours des dernières années, quels que soient les véhicules, que ce soit FCPI, vous avez tous vu les chiffres, je pense, dans la presse sur l'année 2014, ça ne s'est pas amélioré. On arrive à maintenir les levées, mais c'est tout. Les FCPR, ils ont eu une période difficile, il y a eu des nouvelles levées importantes qui sont faites des leaders, donc ça c'est en effet quelque chose d'important parce que ça se complète. Il y a très peu finalement de nouveaux fonds et donc en effet H2I en est un, H-Innov, en est un et je trouve ça bien parce que ce qui est assez important, c'est qu'en effet il y a des équipes matures, professionnelles, parce que vous étiez des personnes qui venaient de ce secteur, qui puissent arriver avec des poches. Tout à l'heure, on parlait du manque de financement. C'est une question de poches, pas tellement de nombre de sociétés. Je pense qu'il faut qu'il y en ait raisonnable avec de l'expérience, mais surtout, c'est qu'elles puissent lever de plus en plus de fonds. Donc, c'était une assez bonne nouvelle qu'en effet, vous puissiez arriver à lever, voilà, vous êtes, je pense, la plus récente. Oui, dans les fonds d'entrepreneurs, effectivement, aujourd'hui, on gère 35 millions d'euros à destination de ces startups, uniquement en argent privé, donc pas de BPI, pas par souhait, mais parce qu'effectivement, on ne rentrait pas dans la case de BPI. Donc sur le même constat que tout à l'heure, j'espère que tout ne va pas tourner autour de BPI pour les financements publics, parce que comme je ne m'entends pas avec eux pour l'instant, ça va être difficile pour la suite. Néanmoins, je me débrouille tout seul, avec des entrepreneurs, des family office et puis des industriels. Et c'est là où effectivement où il faut qu'il y ait plus d'intention, et c'est un petit peu facilité par notamment les sujets réglementaires d'amortissement de l'investissement des industriels dans les fonds d'investissement qui peut faciliter ces initiatives. Et c'est là où il faut appuyer. Il faut que les industriels et les entreprises, les PME, ETI, puissent investir soit directement dans les startups, ils peuvent le faire, soit à travers les fonds d'investissement qui ont la compétence d'investissement pour faire un retour financier et entrepreneurial intéressant. Oui, je pense qu'il y a un vrai chantier sur cette année de faire connaître, faire comprendre l'intérêt du corporate investissement dans les sociétés en effet ou dans les fonds, peu importe, d'une manière ou d'une autre, ça va aller sur nos startups PME.
Et ça, c'est véritablement un chantier qu'il faut creuser, nous tous d'ailleurs. Je veux dire, en effet, les entrepreneurs, les fonds, se rapprocher de ces corporates, diversifier notre base de LPs. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on sent qu'il y a cette volonté, avec ce nouveau véhicule d'ailleurs qui a été de financement, qui a été discuté, le SLP, qui veut dire société... de libre partenariat. Ouais. Ça a un côté entre franc-maçon et libertin qui me laisse absolument rêveur, mais... Non, mais ce qui est important, ce qui est important dans ce message, c'est de se dire, parce que je pense qu'on a fait peur aux investisseurs étrangers, pas seulement pour venir dans les sociétés, auprès des investisseurs, en termes de co-investisseurs, on a aussi fait peur en termes de fonds institutionnels, de LPs. Et il est très important, en effet, que les fonds français, les FPCI ou les SLP, peu importe, finalement, puissent attirer des fonds, des LPs, des limited partners dans ces fonds-là. Et donc, on disait, c'est tout un environnement qu'il faut redynamiser. Et je pense que l'international, ça doit être en effet du co-investisseur à nos côtés, mais aussi du LPs dans nos fonds, pour qu'on ait véritablement quelque chose d'européen qui puisse en effet nous permettre d'avoir des fleurons européens et être compétitifs par rapport à l'Asie et aux États-Unis. Et ça démarre aussi par le local. Donc, c'est d'aller chercher des industriels pour investir dans des fonds qui vont investir dans des startups. Il faut-il encore qu'il y ait des startups et des projets. Quelques exemples au niveau local. Ça fait à peu près 3 ans là, que j'ai cofondé l'association de la cuisine du web, qui est une association qui vise à booster l'écosystème numérique digital à Lyon et ses alentours. Et on a fait le décompte depuis ces 3 ans. On a observé qu'il y avait 350 petites startups et startups du numérique qui étaient présentes sur le territoire et qui étaient potentiellement en recherche de fonds. Donc ça, c'est déjà assez important au niveau local. On a quelques incubateurs, accélérateurs qui viennent les aider à grandir et à atteindre leur premier milestone pour pouvoir trouver des clients, ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, ensuite, avec tout cet univers et cet écosystème, il reste ensuite la partie financement. Si on recense les fonds d'investissement lyonnais sur le venture capital numérique, on les compterait sur le doigt d'une main, et encore pour les plus actifs, on en regarderait peut-être 2 ou 3. Donc c'est là où il y a un déséquilibre. BPI ne peut pas tout faire et ne doit surtout pas tout faire. C'est là où il faut qu'on trouve des poches de financement pour augmenter notre taille de fonds. Moi, je n'ai qu'un fonds de 35 millions d'euros, mais si j'en avais 70, je pourrais investir dans beaucoup plus d'entreprises, ou en tout cas les accompagner dans différents tours de table avec plus de moyens. Et aujourd'hui, quand je me dresse à des entrepreneurs de PME ou des industriels, il n'y a pas encore cette sensibilité à l'investissement et à la nécessité d'investir dans le numérique pour modifier les modèles de sa propre entreprise, parce que c'est ça l'enjeu, c'est comprendre les modèles les modèles du numérique qui sont déjà largement entamés. Il ne faut pas rater les virages et il faut anticiper les modèles de demain. Donc c'est ça l'enjeu, c'est pas investir pour se faire plaisir, c'est surtout pour créer de la valeur de demain et créer des emplois et rester en vie. C'est ça le plus important. Oui. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, si on revient sur cette région Rhône-Alpes, on se dit finalement il y a peu d'acteurs, alors que c'est la région est extrêmement active. On parlait de 2 événements majeurs, tu m'évoquais le Blend Web Mix, effectivement, voilà. qui regroupe sur 2 jours 1000 personnes par jour, qui parlent du numérique, qui parlent du web, donc, et qui attire toute la région Rhône-Alpes au sens large, et des internationaux. Donc c'est un événement qui est au mois de fin d'octobre, qui est organisé par la cuisine du web, et qui permet de sensibiliser les étudiants au numérique et au web, mais pas que, ceux qui viennent de la recherche pour se mettre en partenariat avec des entrepreneurs. Donc c'est vraiment un événement qui permet de brasser toutes ces compétences, ces idées, et aboutir à des idées. Et ces idées, ensuite, il faut les accompagner, puis il faut les financer. Et on a tout à fait, en effet, nous, le pendant là, qui arrive bientôt, qui est Biovision, justement, présidé par Didier qui parlait tout à l'heure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en effet, ça couvre tout. Alors, je ne sais pas quels sont les milliers de participants, mais on va aller du chercheur qui veut créer sa société
à l'entreprise financée par des investisseurs, à la société cotée. Donc justement, on va essayer de faire un workshop pour sensibiliser les industriels pharmaceutiques, medical device et autres, justement à leur intérêt d'investir dans les startups, où je trouve, pour les premières fois par rapport même à il y a 5 ans, on a enfin cet écosystème entier où tous les partenaires se parlent. Donc il nous manque un peu le fuel suffisant pour alimenter, mais l'écosystème se parle, se connaît sur toute la chaîne. Et je pense que là-dessus, ça s'est énormément amélioré au cours des dernières années, même au niveau de France Biotech. Je pense que voilà, les différentes associations, les différents secteurs, tels qu'ils soient, se sont performés, ont mûri. Maintenant, voilà, la poche investissement, et encore une fois, c'est le problème des cases, hein, c'est exactement ça. C'est aujourd'hui, c'est être capable d'être ambitieux, de pouvoir, bien entendu, démarrer peut-être avec 300 000 € sur un projet, mais de se dire, si ce projet démarre, un fonds, il doit être capable de monter jusqu'à 15 millions. Si on est plusieurs fonds, on sera capable de monter jusqu'à 70 millions, 100 millions, sans être obligé de mettre en bourse trop vite, etc., d'avoir des contraintes. Aujourd'hui, on y arrive, c'est ça le message, de dire, il y a quand même des choses à faire en 2015. On y arrive, c'est encore fragile, donc il y a encore énormément d'efforts pour stabiliser la place française et donc européenne derrière. Et toutes les bonnes idées et les bons entrepreneurs ne sont pas tous financés, c'est surtout ça. Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions que vous avez envie de nous adresser, des perceptions différentes. Je vois Joseph dans la salle, qui est sur la bourse. Il faut quand même souligner qu'on a... mais ça a été dit tout à l'heure par Pierre-Olivier, hein, mais il y a des opérations qui arrivent en pipe, et la question c'est de savoir justement comment est-ce qu'on peut absorber tout cela aujourd'hui. 2015 pour moi est une année charnière, 2015-2016, parce que ça passe toujours très vite, mais c'est très charnière, et on a des véritables actions au sein de PME Finance pour flécher. Est-ce qu'il manque des fonds vraiment, ou est-ce qu'il y a une aversion au risque, comme toujours dans l'amorçage, et quel que soit le secteur d'activité, même le numérique qui fait manifestement un secteur d'avenir, fait peur encore, parce qu'il y a forcément des boîtes qui vont décoller et d'autres qui vont planter, et la part du risque, le pourcentage de réussite, on n'a pas beaucoup de recul encore sur ces projets. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'aversion au risque, parce que entre la bulle de 2001 et ensuite la difficulté de revenir à des modèles pérennes et puis prouver des choses, notamment dans le numérique, ce qui est le cas maintenant. On a des entrepreneurs qui utilisent des business models qui sont éprouvés, qui reprennent des exemples de leurs aînés, donc il y a quand même des compétences et des bases solides maintenant. Donc évidemment, quand on parle à une ETI, à un industriel, où les patrons n'ont pas 25 ans, évidemment, ils ont en tête l'ancienne époque avec des TRI plutôt médiocres. Mais il faut néanmoins, maintenant, c'est quand même beaucoup plus pérenne. Il y a un bon terreau pour aller de l'avant. Et puis maintenant, le numérique, vous l'avez dans votre main, vous l'avez chez vous, et vous l'avez dans votre entreprise au quotidien. Donc vous percevez bien que c'est ancré et que maintenant, il faut y aller, que ça fait partie du business. Quoi. Ce qui est assez intéressant au niveau des introductions en bourse qui ont été sur le secteur santé, je parle de salaire parce que je connais un peu les chiffres, c'est que le marché public, finalement, on l'a toujours un petit peu diminué sa part, mais il était là, il y avait une demande du retail, hein, comme on dit, qui était assez importante sur toutes ces sociétés. Donc lorsque vous parlez même, donc là on ne parle pas de fonds ni de personnes tellement spécialisées, mais lorsque vous parlez à des individus du fait que cette société développe une prothèse rétinienne qui va rendre la vision, ou rendre en tout cas une certaine autonomie à des patients, et ben ça parle. Lorsque vous allez pouvoir diagnostiquer le cancer du sein de façon plus précise, ça parle, et on voit que le marché public aussi a soutenu ces introductions en bourse aux côtés des investisseurs. Et de façon, ce qui manque, nous par exemple, côté privé, oui, il manque des poches pour aller plus loin. Donc ça, c'est-à-dire de pouvoir lever des fonds plus importants. Si je passe du côté, dans ce segment du côté, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs, pas forcément spécialisés santé. Donc on n'a pas forcément ce marché de l'analyste, etc., qu'il y aurait en Europe ou aux États-Unis. Donc c'est un petit peu plus difficile. Ça va être des petits tickets. Je pense que ce sont des roadshows qui sont d'ailleurs compliqués, hein, où les sociétés doivent courir pendant 15 jours pour aller expliquer.
disons que c'est pas encore très professionnalisé, et on a certainement besoin de ce côté-là, de continuer de renforcer ce marché.